Samedi 24 avril 2021, c'est le 13h. Bienvenue au journal. Le Bénin fait partie des 20 pays à destination recommandable où l'on peut voyager avec quiétude et assurance en cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19. C'est le classement fait par le département d'État américain. Vous aurez dans cette édition les impressions de quelques citoyens béninois sur ce classement. Le jeûne musulman démarré depuis le 13 avril 2021 poursuit son cours. Il s'agit d'un moment de prière, mais aussi de partage. Mais comment les femmes fonctionnaires arrivent-elles à concilier le boulot et le jeûne? La réponse est dans cette édition. L'année de la coopération Chine-PECO pour le développement vert et la protection de l'environnement a été lancée ce 20 avril à Beijing. Des responsables du ministère de l'écologie et de l'environnement et du ministère des Affaires étrangères de la Chine y ont pris part. Voilà pour le sommaire. C'est le direct, merci de nous préférer. Pour vous informer, on prend la direction du septentrion où les premiers demandeurs de la carte d'identité nationale biométrique dans le septentrion peuvent désormais entrer en possession de ces petites pièces. La cérémonie de lancement de la distribution de ces cartes a eu lieu cette semaine dans le septentrion à Parakou pour la Libori et à Djougou pour la Takora et la Donga. Léon Baton-Héros pour le reportage. Je vous délivre votre carte nationale d'identité biométrique que vous aviez demandée. Amoussou Ange-Marie, le premier à recevoir dans le Borgou sa carte d'identité biométrique. Il lui est précisé qu'avec ce sésame, il pourra être authentifié grâce aux appareils qui seront fournis à différents services du Bénin. C'est l'ère des réformes et il faut s'assurer que le porteur de cette carte biométrique ne peut être que son titulaire. On vous demandera simplement de poser votre doigt sur un lecteur d'empreinte. On met la carte dans le lecteur et ça va afficher votre photo, ça veut dire que c'est vous. Ainsi, plus personne ne pourra voler votre identité, il sera rattrapé. Le message est clair à l'occasion de cette cérémonie de lancement officiel de distribution des cartes nationales d'identité biométrique dans le Borgou. Les Béninois oublieront très bientôt les tracasseries liées à la fiabilité des actes de l'état civil ou actes associés. Détenir un acte de naissance n'est pas un gage de sérénité dans notre pays. À tout moment, on peut vous dire que cet acte ne vaut rien, que cet acte est un faux, que cet acte n'est pas authentique, qu'il faut aller rechercher une souche. Vous allez rechercher la souche, vous n'en trouvez point. On vous dit que ça a été incendié, on vous dit que ça n'existe pas. Et chaque fois que vous devez renouveler votre carte nationale d'identité, vous devez vous livrer à ce chantage. Les maires, à travers leur porte-voix, louent la réforme du gouvernement mise en œuvre par l'Agence nationale d'identification des personnes. Les avantages sont connus, bien perçus, mais laissent quelques interrogations dans le cœur des citoyens quant au gap du coût entre l'ancienne et la nouvelle carte. On laissait entendre les maires. Dans l'idée du citoyen lambda, le gap des frais d'établissement de la carte d'identité actuelle à celle biométrique n'est pas toujours facile à assimiler. C'est pour cela qu'il ne serait pas superflu que des canaux de communication soient trouvés afin de renforcer la sensibilisation sur la carte d'identité biométrique pour le bonheur des citoyens et la sécurisation de l'état civil national. Que toutes nos administrations centrales, déconcentrées et locales puissent informer les usagers de ce qu'un acte de naissance n'a de valeur aujourd'hui en République du Bénin que s'il est sécurisé, que s'il permet de s'assurer que l'individu existe en bonne et due forme dans le registre national des personnes physiques, du moins en ce qui concerne les vifs. Pour une réforme intégrale, il n'y aura plus de passerelle pour que des enfants naissent et qu'ils ne soient déclarés. Les nouveaux-nés doivent aussi passer par le RAVIP désormais de manière systématique. Et ce n'est que de la base de données du RAVIP que l'on pourra dériver leur acte de naissance. On ne parlera plus d'enfants non déclarés à l'état civil. Un message important pour les administrations qui délivrent la carte nationale d'identité connue jusque-là. À partir de ce lancement,
il ne serait plus judicieux que les préfectures, que les mairies continuent de recevoir des demandes de carte nationale d'identité ordinaire. Ce serait une violation des tests en vigueur. Ce serait véritablement continuer à faire du désordre parce que ces cartes-là pourraient être remises en cause plus tard. Le discours tenu à Parakou a été le même plutôt à Djougou pour les populations de la Donga et de la Takura, mais aussi pour l'ensemble des citoyens béninois. À l'instant, le reportage de Léon Baton-Wero qui nous informe que les premiers demandeurs de la carte d'identité nationale biométrique dans le Septentrion sont désormais entrés en possession de cette pièce. Ce journal se poursuit. Le Bénin fait partie des 20 pays à destination recommandable où l'on peut voyager avec assurance en cette période de la COVID-19. C'est le classement fait par le département d'État américain, une nouvelle qui réjouit les citoyens béninois. La population est satisfaite des réformes engagées par le gouvernement. Reportage Stélia Padon. Le Bénin fait partie des 20 pays à destination recommandable où l'on peut voyager en toute quiétude en cette période de la crise sanitaire de la COVID-19. C'est ce que révèle le nouveau classement du département d'État américain. Selon ce classement, le Bénin est classé dans la catégorie exercice de prudence accrue, avec des pays africains comme la Guinée équatoriale, le Libéria, la Mauritanie, le Rwanda et le Zimbabwe. Ce nouveau classement du département d'État américain en faveur du Bénin confirme les efforts fournis par l'administration Talon pour protéger et assurer une meilleure santé à sa population en cette période de crise sanitaire. C'est une fierté doublée d'une satisfaction totale d'être béninois parce que une fois encore ça vient confirmer combien de fois le gouvernement du Bénin travaille à faire vivre les Béninois sur un territoire hors de tout danger. Je suis fier de mon pays et fier de son gouvernement. Il faut remercier le chef de l'État et son gouvernement qui ne cessent de faire tout possible pour que le Bénin se classe parmi les pays développés. Les dispositions sanitaires et sécuritaires prises par les autorités gouvernementales pour lutter efficacement contre le coronavirus et sa propagation, les citoyens s'en souviennent aisément. Qu'ils vous souviennent que le président de la République, à travers l'une de ses interviews accordées à Jeune Afrique, a été clair là-dessus. Il ne faut pas confiner le pays pour le confiner parce que le fait donc, je le paraphrase, le fait donc ça va agir sur l'économie du pays et il n'entend pas donc faire confiner son pays et tout le temps rester dans cette situation-là d'un pays qui demande, d'un pays qui quémande. À partir de ce moment donc, ce sont des citoyens béninois qui ont pris véritablement l'enjeu de la chose et qui sont en train de suivre le lead de leurs responsables, à savoir le comportement qu'il faut avoir en ces temps donc de Covid pour pouvoir bien vivre et mieux vivre. Il y a dans les églises, tout ça là, il y a les problèmes de distanciation. Jusqu'à ce que le nombre, si c'est 700 qui restaient dans une église, c'est réduit jusqu'à 350. Les autorités religieuses aussi, ils ont bien compris l'État, ils ont respecté les choses. Très tôt au départ, le président s'est dit à mes citoyens, je les connais, ils vivent au quotidien, on ne doit pas avoir confinement total. C'est ça qui a fait qu'au départ, il s'est fait le confinement, il a bien géré ça et les activités marchaient. Les forces de l'ordre au départ ont pris des dispositions. Ils ont pris des dispositions, il y a les cache-nez, les distanciations sociales, tout a été respecté et tout fonctionnait dans le pays. Contrairement aux autres pays, le confinement a été total, les activités économiques ont été bloquées, ce qui n'a pas été le cas au Bénin. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à ce niveau. La reconnaissance des mérites du Bénin en matière de lutte contre la COVID-19 vient non seulement encourager les responsables à divers niveaux à poursuivre sur la même lancée, mais aussi et surtout motiver les Béninois au respect des gestes barrières toujours en vigueur pour éradiquer la pandémie de la COVID-19.
Le ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. Pour les fidèles musulmans, c'est un mois de jeûne, de prière, mais aussi de partage. Démarré le 13 avril 2021, le carême musulman poursuit son cours. Mais la question, comment les femmes fonctionnaires arrivent-elles à concilier le boulot, bien évidemment, avec le jeûne? La réponse est dans ce reportage que nous propose Dial Christelle Onioye. Le ramadan a commencé depuis le 13 avril 2021. Pour les femmes musulmanes, il s'agit d'un mois festif malgré le jeûne à respecter entre le lever et le coucher du soleil. Ni nourriture, ni boisson, cette privation nécessite un effort considérable, surtout si elles doivent travailler en journée. Au-delà de la privation, c'est une quête spirituelle que les croyants mènent pendant 30 jours. Le jeûne et le boulot n'est pas du tout compliqué. En fait, c'est une question d'habitude. Tu travailles normalement comme si rien n'était. À la pause, tu trouves quelques minutes, tu te reposes. C'est le début qui est difficile. Bien vrai, il ne faut pas mentir, c'est difficile. Puisqu'on se lève tôt, on doit là se préparer pour le jeûne, préparer, attendre l'heure de la prière, prier avant de réveiller maintenant les enfants pour commencer par les préparer pour l'école. Donc nous-mêmes, on prend la route pour le service. Il se fait se réveiller à 4 heures. C'est pas facile parce que ça désorganise un peu l'organisme. Évidemment, on n'avait pas l'habitude de se réveiller à ces heures-là, mais durant un mois, tu te trouves à te réorganiser. Même si le ramadan peut affaiblir physiquement, les musulmanes en période de jeûne n'arrêtent pas pour autant de travailler. Ici, au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, MASM, les femmes cadres musulmans ont expliqué s'adapter avec l'habitude en se focalisant sur ces astuces pour dominer la faim. Mais ça ne nous permet pas de ne pas rendre ce qu'on doit faire. Au contraire, ça nous motive. Parce que là, on n'a plus les idées sur le manger. Quand tu es en carême et tu travailles, tu ne le sens pas. Ça joue énormément sur notre santé. Après une semaine, l'organisme se réadapte. Et arrivé au boulot, on essaie de nous donner le meilleur de nous-mêmes. Le ramadan, c'est toute une organisation à mettre après une journée de travail et de privation. Quand le boulot finit à 17h30, on n'a plus de temps à perdre. Des fois, même on jongle sur quelques minutes avant pour pouvoir se rattraper de l'autre côté. Surtout quand il y a des achats à faire dans le cadre de la routine. Avec la compréhension de nos chefs hiérarchiques, on essaie des fois de s'organiser pour non plus empiéter sur le service et aussi ne pas trop aussi avoir des désagréments du point de vue religieux. J'avoue que c'est difficile, mais ça passe. Le seul impact que je peux dire que le carême sur le boulot est qu'à une heure donnée, on est plus concentré parce que à 19h, on doit rentrer pour préparer quelque chose pour la rupture du jeûne. Je vis à Calavi. On ne quitte pas le service normalement à 17h30. On sort au plus à 17h45 ou bien 18h. Ça fait qu'au temps de carême, il y a de ces petites discussions entre mari et sa femme. À l'issue de ce mois sacré, les fidèles musulmans rompent le jeûne lors de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du Ramadan. Aïd el-Fitr 2021, c'est de la soirée du mercredi 12 mai à la soirée du jeudi 13 mai 2021. Que comprendre du mot rhumatologie? En tout cas au quotidien, ces douleurs articulaires sont gênantes et parfois très douloureuses. Considérées comme une maladie réservée aux adultes, les rhumatismes concernent en réalité tous les âges. Pour en savoir davantage sur ce mal, on suit cet élément. Les rhumatismes constituent une pathologie douloureuse affectant les articulations, les os, les muscles, les tendons et les ligaments. Ils peuvent prendre des formes diverses car il existe des dizaines de maladies rhumatismales différentes. Le rhumatisme, c'est tout ce qui est maladie des os et des articulations. Les causes sont multiples. Il peut s'agir d'un microbe qui est rentré dans l'articulation, on parlera dans ce cas d'infection. Il peut s'agir des éléments qui se comportent comme des grains qu'on appelle cristaux chez nous, qui donnent des maladies
et dont la plus connue est sous le nom de la goutte. Mais il y a beaucoup d'autres cristaux qui existent en dehors de la goutte. Les maladies rhumatismales touchent toutes les tranches d'âge. Ils se caractérisent par de grandes causes, notamment celles mécaniques et inflammatoires. Tout ce qui est maladie rhumatismale peut s'observer à tout âge, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Les douleurs des os et des articulations, en général, nous on les classe en deux grands groupes. Il y a certaines parmi ces douleurs qui donnent des douleurs qui apparaissent à l'effort, au mouvement, mais la personne quand elle est au repos, il dort bien la nuit, la douleur n'existe pas à ces moments-là. Donc ce sont des douleurs qu'on qualifie globalement chez nous de douleurs mécaniques. Mais il y a d'autres types de rhumatismes qui donnent des douleurs qui sont là à tout moment, qui réveillent le sujet en plein milieu de la nuit. Et au matin, le sujet a du mal à démarrer ses activités et ça met du temps avant que le dérouillage ne se fait chez ces sujets-là. Donc c'est des douleurs que nous on qualifie d'oreilles inflammatoires qui cachent des maladies plus graves. Et cette maladie, pour qu'elle se déclenche, il faut qu'il y ait un terrain génétique en dessous. Et c'est ce qu'on appelle la susceptibilité génétique. Les symptômes des maladies rhumatismales dépendent de la maladie en cause ainsi que de son stade d'évolution. Ils sont toutefois caractérisés par une douleur articulaire localisée au niveau d'une ou de plusieurs articulations. Il est donc nécessaire d'identifier en consultant un spécialiste. La maladie phare en rhumatologie, c'est la polyarthrite rhumatoïde, qui attaque les articulations, notamment les petites articulations des doigts des mains, qui les détruit, qui les déforme, et c'est des déformations irréversibles. Et donc la personne ne peut plus mener certaines activités, et quand la maladie n'est pas soignée, elle peut attaquer d'autres organes comme le cœur, le rein. C'est pour cela qu'il est important que dès que les petits signes commencent tôt, il faut vraiment consulter tôt et faire le diagnostic de ces maladies-là très tôt. En réalité, il n'y a pas de lien entre le froid et tout ce qui est affection rhumatismale. C'est une question de susceptibilité individuelle. Donc vous allez entendre parler des gens qui disent « que dès qu'il fait frais, j'ai mal, je ne peux pas vivre dans un pays tempéré ». Au fait, il n'y a pas de preuve scientifique qui lie la fraîcheur et les rhumatismes en général, les douleurs articulaires en général. Afin d'améliorer son quotidien, un patient souffrant de rhumatisme doit exercer une activité physique pour maintenir la souplesse de ses articulations. Cela est d'autant plus recommandé chez les seniors car le vieillissement favorise la survenue des rhumatismes selon le rhumatologue. Hors de nos frontières, une douzaine de chefs d'État ont pris part aux obsèques de l'ancien président tchadien Idriss Déby Itno, mort à 68 ans des suites de blessures subies au front contre des rebelles, des obsèques qui se sont déroulées dans la capitale tchadienne. Suivez ici les temps forts de la cérémonie à travers ce commentaire que nous présente Elie Adjera. Un dernier hommage au président tchadien défunt. La junte militaire, dirigée par le fils d'Idriss Déby Itno, rend ce vendredi 23 avril un dernier hommage à celui qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 30 ans, en présence des chefs d'État, dont Emmanuel Macron. Avant le début de la cérémonie, tôt ce vendredi matin, le président français ainsi que les chefs d'État des 4 autres pays du G5 Sahel sont allés rencontrer Mohamed Idriss Déby pour des consultations sur la transition qui se met en place. Les pays du G5 Sahel sont mobilisés aux côtés du Tchad pour soutenir le processus de transition civile-militaire pour la stabilité de la religion. Le cercueil d'Idriss Déby, drapé du drapeau national et entouré des soldats de la garde présidentielle, est allé sur la place de la nation. Mohamed Idriss Déby, fils de l'ancien président et nouvel homme fort du pays, à la tête d'un conseil militaire de transition, est arrivé à la cérémonie en tenue militaire. Sous de très fortes escortes, il s'est recueilli devant le cercueil de son père en se mettant au garde à vous. Emmanuel Macron, en costume noir, a été accueilli par Mohamed Idriss Déby, entouré par de nombreux militaires tchadiens, et est assis aux côtés du nouvel homme fort du Tchad. Idriss Déby est mort lundi, selon la présidence tchadienne, à l'âge de 68 ans, des suites de blessures subies au front contre des rebelles. Son fils Mohamed Idriss Déby, général de corps d'armée, à 37 ans, est le nouvel homme fort du régime.
Il dispose des pleins pouvoirs, mais a promis de nouvelles institutions après des élections libres et démocratiques dans 1 an et demi. Pour de nouveaux opposants qui ont toujours été réprimés par le régime d'Idriss Déby, cette prise de pouvoir n'est rien d'autre qu'un coup d'État institutionnel. Plusieurs chefs d'État de pays sahéliens, comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso ou le président du Conseil souverain soudanien, assistent aux obsèques dans la capitale. Le Congolais Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, a également confirmé sa présence. Le 20 avril, l'année de la coopération Chine-PECO pour le développement vers la protection de l'environnement a été lancée à Beijing. Des responsables du ministère de l'écologie et de l'environnement et du ministère des Affaires étrangères de la Chine et autres ont participé à l'événement. Plus de précisions avec nos confrères de CCTV+. Dans le monde d'aujourd'hui, le développement écologique est devenu un courant dominant. Le président Xi Jinping a souligné lors du récent sommet des dirigeants Chine-PECO qu'il était nécessaire de soutenir le consensus vert, de promouvoir le développement vert et d'approfondir les échanges et la coopération dans les domaines de l'économie verte et des énergies propres. Le ministère chinois de l'écologie et de l'environnement a exprimé l'espoir que tous les pays soutiendront la construction du mécanisme de coopération écologique et environnementale entre la Chine et les PECO et qu'ils feront passer la coopération écologique et environnementale entre la Chine et les PECO à un niveau supérieur. La Chine organisera une série d'activités autour de l'année du développement vert et de la protection de l'environnement afin de mettre en pratique le concept « l'eau bleue et la montagne verte sont les montagnes d'or et d'argent ». 9 ans après la création du mécanisme de coopération 17+1 entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale, c'est la première fois que le développement vert et la protection de l'environnement deviennent des sujets de préoccupation. Il s'agit d'un thème qui nous concerne tous et qui revêt une importance mondiale. Chacun d'entre nous devrait participer au programme de protection de l'environnement et de développement vert. Nous nous sentons très honorés d'être des participants. Parallèlement aux activités de l'année thématique, l'exposition de peinture environnementale en ligne pour enfants Chine-PECO 2021 sera lancée dans le but d'aider les adolescents à instaurer le concept contemporain de respect, d'adaptation et de protection de la nature et de renforcer l'amitié entre les peuples de Chine et des pays d'Europe centrale et orientale. Les œuvres gagnantes seront présentées lors du gala du Nouvel An chinois de la coopération Chine-PECO au début de janvier 2022. Cette année, nous organisons une exposition de peinture d'enfants d'Europe centrale et orientale. Environ 1 million d'enfants de Chine et des pays d'Europe centrale et orientale y participeront. La communication entre les peuples, commençant par les petits-enfants. L'interaction au niveau des enfants est naturelle, harmonieuse et belle. Elle s'effectue à travers le pinceau et c'est ce que nous souhaitons spécialement faire. Des experts chinois se sont réunis pour discuter de moyens pour la Chine d'atteindre les objectifs de son pic d'émissions de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060. Les précisions, toujours avec nos confrères de CCTV+. Avec l'objectif d'atteindre son pic d'émissions de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060, la Chine fait face à des défis historiques. L'intervalle entre les deux objectifs en Chine est de 30 ans alors que celui des États-Unis est de 43 ans et pour l'Union européenne il est de 71 ans. Le temps est donc vraiment limité et la pression est énorme. Les experts disent qu'il n'y a pas de temps à perdre pour la Chine et les autres pays. La priorité est de prendre l'initiative, en particulier en ce qui concerne le pic des émissions de carbone, et il n'y a pas de place pour compter sur des produits à forte consommation d'énergie pour augmenter le PIB. Selon les experts, la clé pour atteindre les objectifs réside dans les nouvelles énergies. L'avenir des systèmes d'énergie à faible émission de carbone dépendra de l'expansion continue du rôle des énergies renouvelables. La Chine prévoit d'augmenter son énergie éolienne et photovoltaïque de 11% à environ 16,5% de sa consommation totale d'électricité d'ici 2025 et le pays explore des moyens de fabriquer une énergie hydrogène rentable. Nous utilisons l'énergie solaire pour électrolyser l'eau et produire de l'hydrogène qui remplacera les matériaux de production d'énergie que nous utilisons actuellement, comme le charbon. Mais actuellement, les coûts sont encore élevés, alors nous allons travailler avec d'autres pour les réduire. La Chine a récemment tenu des discussions avec d'autres pays pour faire face à la crise climatique. Les experts affirment que remettre l'accord de Paris sur la bonne voie sera crucial pour la coopération mondiale.
Nous appelons cela le réchauffement climatique, pas le réchauffement local. Donc je pense qu'il faut que les Nations Unies et d'autres organisations internationales s'assurent que tous les pays le fassent. Sinon, c'est juste parler. Faire face à la crise climatique ne sera pas une tâche facile pour la Chine et le monde, mais nous pouvons également constater qu'avec un plus grand niveau de sensibilisation et de coopération dans un large éventail de domaines, la voie vers la neutralité carbone devient plus claire et plus réalisable. Téléinfo 13h Stop FM, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales www.telebenin.com ou sur les différentes applications Facebook et YouTube Télé Benin. Très bonne suite des programmes.